Projet de référendum et la question scolaire. Demain, ouverture au Sénat du débat sur le projet de révision de la Constitution. La réaction des parents d'élèves du privé à un éventuel référendum sur l'école. Pierre Daniel, le président de l'UNAPEL, est l'invité de ce journal. La navigation du canal de Suez à la mer Rouge, entravée par des mines. L'Égypte est prête à garantir la sécurité de navigation et demande l'assistance de la Grande-Bretagne. Échec aux pirates de l'air à Marseille. Les gendarmes maîtrisent un jeune Allemand qui avait pris le contrôle d'un avion cargo. Jeux olympiques, les perchistes entrent en lice. 2 médailles de bronze hier pour la France et l'équipe de football en demi-finale. Madame, monsieur, bonsoir. La médaille sera-t-elle au bout de la perche ? Il est 11h01 du matin à Los Angeles. Au programme de la journée des Jeux Olympiques, plusieurs épreuves d'athlétisme et surtout l'entrée en scène des perchistes. Les perchistes français sont parmi les meilleurs du monde. Ils ont battu 4 fois des records et pourtant en compétition officielle, ils ont souvent déçu, comme à Helsinki l'an dernier. En ce moment même se déroulent les éliminatoires. Thierry Vigneron, Pierre Quinon et Serge Ferreira ont-ils franchi les 5,45 m et sont-ils ainsi qualifiés pour la finale qui aura lieu tout à l'heure, Dominique Leglou ? Eh bien Christine, nous en sommes à ce moment même à 5,45 m, juste au seuil de qualification. Et voici Pierre Quinon. Il a réussi, lui, pour le moment, 5,40 m au premier essai. Pourtant, à 5,30 m, Pierre Quinon n'est passé qu'au deuxième essai. Le voici justement ce deuxième essai. Avec 5,40 m, Quinon est pourtant presque assuré d'être dans les 12 meilleurs, donc de se qualifier pour la finale, puisque si 12 concurrents ne franchissent pas les 5,45 m, on qualifie automatiquement les 12 premiers. Ferreira, en revanche, avait bien débuté le concours, réussissant 5,30 m au premier essai. Pourtant, il n'a pas franchi 5,40 m, ici il est à 5,30 m. Et 5,30 m, cela risque d'être insuffisant pour la finale. Heureusement, une certitude... Thierry Vigneron, sous vos yeux ralentis, franchit 5,45 m au premier essai et est automatiquement qualifié pour la finale. 5,45 m avec aisance, c'est peut-être l'année Vigneron, il nous doit bien cette revanche. Le saut à la perche et d'autres épreuves d'athlétisme comme le 800 mètres, autant d'événements sportifs que vous pourrez suivre tout à l'heure sur Antenne 2 à partir de minuit, avant la fin du journal, le programme de cette journée et aussi les bons points des équipes françaises hier. Décidément, pas de répit estival dans la vie politique française, en tout cas pas encore. Hier soir, vous le savez, le Premier ministre a par un communiqué fait rebondir la querelle référendaire en critiquant l'hostilité de l'opposition au projet de référendum évoqué il y a 3 semaines par le chef de l'État et évoquant surtout la possibilité d'un référendum sur l'école. Dès lors, pour reprendre les termes de ce communiqué, dès lors que se poserait à ce sujet aux Français un grave problème de conscience. Qui décidera si le problème est grave ou non, répliquait tout à l'heure le vice-président du Sénat, Étienne Dailly, qui était l'invité d'Antenne 2 midi. Le Sénat doit débattre demain du projet de révision constitutionnelle visant à permettre l'organisation de référendums sur les libertés publiques. L'opposition, qui y est majoritaire, refusera d'en débattre sur le fond. La droite s'énerve, commente le porte-parole du gouvernement, Roland Dumas, qui estime que dans l'intérêt général du pays, personne ne devrait souhaiter le blocage d'une action qui vise à s'adresser directement au peuple. Ce sont les termes du communiqué de M. Dumas. Pierre Daniel, bonsoir. Vous êtes le président de l'UNAPEL, l'organisation de parents d'élèves du privé, dont on a vu la détermination lors des grandes manifestations du mois de juin. Souhaitez-vous, qu'ait lieu ce référendum sur l'enseignement privé, qui est donc réclamé par l'opposition et vis-à-vis duquel le communiqué du Premier ministre hier soir a levé toute objection de principe? Je pense que le Premier ministre, dans son communiqué, se trouve bien dans la logique des déclarations du Président de la République du mois de juillet, notamment du 14 juillet. Je n'ai pas changé d'analyse. Je crois qu'avant de parler référendum sur l'école, il s'agit d'abord de trouver les accords et les pistes d'accord qui seraient possibles dans les mois à venir avec le ministre de l'Éducation nationale. Je suis beaucoup plus orienté
vers un accord de ce type que vers un référendum sur l'école. Alors vous avez rencontré la semaine dernière le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Jean-Pierre Chevènement. Est-ce que les négociations ont beaucoup progressé pour que vous teniez un tel langage? Non, point encore. Ce qui est important lorsque l'on rencontre la première fois le ministre de l'Éducation nationale, c'est de faire le tour de tous les sujets. Et ce n'est qu'après avoir pris connaissance de l'entier dossier très épineux de l'enseignement libre que le ministre fera connaître ses propositions. En somme, à la différence de l'opposition qui continue au Sénat et ailleurs de réclamer un référendum sur l'école, vous jugez-vous qu'un accord est possible et vous préférez qu'il n'y ait pas de référendum sur l'école? Écoutez, lorsque l'on parle de référendum, il faudrait d'abord savoir quelles sont les questions qui seraient posées. Ce que j'ai appris du président de la République, il l'a dit publiquement, c'est qu'il avait retiré la loi Savary et qu'il y aurait un nouveau texte de loi. Connaissons d'abord ce nouveau texte, après nous jugerons. Donc pour vous, c'est déjà une victoire suffisante que d'avoir acquis en quelque sorte la disparition du projet Savary? Je crois que c'est une prise de conscience de la part du président de la République de la volonté très importante des Français sur ce sujet. Et vous allez revoir bientôt Monsieur Chevènement et reprendre le fil des négociations? Je le pense, et d'ici la fin du mois ou le début du mois prochain, nous aurons sûrement d'autres rencontres. Monsieur Daniel, je vous remercie. Une autre réaction au communiqué du Premier ministre, la réaction de la Fédération de l'Éducation nationale, qui estime qu'il ne s'agit que d'une péripétie dans le débat actuel sur la révision de la Constitution. On était sans nouvelles d'eux depuis mai dernier. Leur sort pourtant reste l'un des symboles de la lutte contre l'oppression. Andrei Sakharov. Andrei Sakharov aurait mis fin à sa grève de la faim, mais il reste toujours en hospitalisation forcée. C'est ce qu'ont révélé aujourd'hui à des journalistes occidentaux des amis du physicien soviétique et de son épouse. Ces amis ont affirmé avoir eu hier une brève conversation téléphonique avec l'épouse d'Andrei Sakharov, Elena Bonner. Elena Bonner qui a été officiellement inculpée, selon eux, de diffamation anti-soviétique. On n'a pas plus de détails pour l'instant. On ne sait pas si, conformément à certaines rumeurs, Andrei Sakharov est bien alimenté de force à l'hôpital de Gorky, et s'il est drogué, Andrei Sakharov et Elena Bonner sont en tout cas à Gorky. À l'étranger, la guerre entre l'Iran et l'Irak continue de compliquer la situation au Proche-Orient. Ce n'est plus seulement dans le golfe Persique, mais en mer Rouge et dans le canal de Suez que la navigation devient problématique. Une quinzaine de navires ont été endommagés depuis le début juillet par des mines flottantes ou des charges explosives. L'Égypte a annoncé officiellement aujourd'hui qu'elle était prête à assurer la sécurité de navigation. Le Caire a demandé, pour procéder à des opérations de déminage, l'assistance de la Grande-Bretagne. La marine britannique dispose en effet de 4 dragueurs de mines en Méditerranée orientale, non loin de l'entrée du canal de Suez. Des consultations sont par ailleurs en cours avec la France et les États-Unis. Quelle que soit la responsabilité non prouvée encore de l'Iran, qui ferait ainsi manœuvre de diversion dans son conflit avec l'Irak, l'enjeu de la libre circulation en mer Rouge est considérable. Philippe Rochaud. L'affaire du minage de la mer Rouge intervient à un moment où la région du golfe de Suez est en pleine expansion. 60 bateaux passent chaque jour par le canal, ce qui rapporte à l'Égypte plus d'1 milliard de dollars chaque année. Depuis sa réouverture en 1975, le canal de Suez et avec lui toute la zone de la mer Rouge ont connu une expansion sans précédent. Des pétroliers jaugeant 200 000 tonnes peuvent à présent passer ici, on recherche de l'or noir dans le golfe de Suez et le commerce est des plus prospères. L'intérêt économique et stratégique de la région est évident. On l'a vu d'abord après la guerre de 67, le commerce entre la Méditerranée et l'océan Indien, qui passait par le canal de Suez et les pays de la mer Rouge, a dû contourner toute l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance, et la fermeture du canal a augmenté de 30% le prix du trajet des bateaux. 2 éléments ont donc permis à la mer Rouge de retrouver sa pleine expansion, la réouverture du canal en 1975 et surtout la guerre dans le golfe Persique. Les pays comme l'Irak, qui ne peuvent plus exporter par le Golfe, exportent à présent par la mer Rouge à travers la Jordanie. Les pays de la mer Rouge ont donc profité économiquement de la guerre Irak-Iran, comme l'Égypte et le Soudan, la Jordanie et l'Arabie, qui sont autant d'alliés de l'Irak dans cette guerre. La pose de mines dans la mer Rouge fait donc avant tout l'affaire de leurs adversaires.
l'Iran et la Libye sont aujourd'hui montrés du doigt par les services de renseignement américains. Le trafic n'en continue pas moins, l'Égypte veut minimiser l'affaire. L'étonnant, c'est de voir que tous les États de la mer Rouge, conservateurs ou progressistes, font aujourd'hui cause commune pour assurer la liberté de navigation. Et le gouvernement de Djibouti s'est déclaré prêt aujourd'hui à faire appel à la flotte française si la situation continue de se dégrader. L'Espagne devient à son tour le terrain des règlements de compte interarabes. Le mouvement du djihad islamique a revendiqué l'attentat qui hier soir à Marbella a visé le propriétaire d'un journal koweïtien pro-irakien. Attentat qui a fait un mort et un blessé. Mais ce sont les problèmes du terrorisme basque qui ont dominé aujourd'hui la visite à Madrid du ministre français de l'Intérieur, Pierre Joxe. C'était le premier déplacement officiel de Pierre Joxe à l'étranger. Patricia Coste. Dossier épineux pour le premier déplacement à l'étranger de Pierre Joxe. Il a passé en revue ce matin pendant 2 heures avec son homologue espagnol le plan antiterrorisme basque mis au point par Gaston Defferre en juin dernier. La collaboration entre les 2 pays est bonne, ont assuré les 2 hommes. Mais nous n'en saurons pas beaucoup plus. Pierre Joxe a réaffirmé de son côté la volonté de la France de ne pas tolérer que soient commis sur le territoire français des actes contraires aux règles du droit. Les termes du communiqué sont savamment dosés à l'image de la complexité du problème et de la susceptibilité des Basques réfugiés en France. Premier bilan en 1 mois et demi de l'action franco-espagnole, une 30aine d'expulsions de militants basques, mais en réponse 160 attentats contre des intérêts français en Espagne. Pierre Joxe aurait d'ailleurs demandé aux Espagnols d'accélérer le processus d'indemnisation aux personnes lésées. Pierre Joxe a aussi demandé à son homologue espagnol de renforcer les mesures de protection prises en faveur des intérêts français. La nuit dernière encore, à Deva, en Pays basque espagnol, une voiture française a été incendiée, pas de victimes. C'est la 36e voiture immatriculée en France qui fait ainsi les frais de la colère basque depuis début juillet. Le ministre du Plan et de l'Aménagement du Territoire, Gaston Defferre, s'est rendu en Corse aujourd'hui pour apporter son soutien à la liste socialiste et radicale de gauche à l'élection de l'Assemblée régionale corse, élection qui aura lieu dimanche prochain. Aucun gouvernement, quelle que soit sa majorité, ne pourra revenir en arrière sur le statut particulier de la Corse, a dit M. Defferre. M. Defferre a par ailleurs commenté, pour la condamner, une affaire de déménagement qui depuis la semaine dernière fait beaucoup de bruit dans l'île. La Mutuelle des motards en colère, une compagnie d'assurance qui entend mieux traiter les motards que les compagnies classiques, la Mutuelle des motards s'était établie en Corse il y a près d'1 an et l'a déménagée en catimini en une nuit. Henri Bodiguel. Ce rideau de fer définitivement baissé, c'est celui de la Mutuelle des motards en colère à Ajaccio. Il signifie d'ores et déjà 32 emplois supprimés et 130 au moins qui ne seront jamais créés. La mutuelle avait pourtant été bien accueillie en Corse, puisque les pouvoirs publics lui avaient accordé plus d'1 milliard de centimes de subventions, à la condition de créer des emplois, ce qu'elle avait promis. Seulement, un attentat en avril dernier et des menaces répétées de la part de l'ex-FLNC ont fini par provoquer son renoncement et son départ au milieu de la semaine dernière. Un départ précipité, sans d'ailleurs prévenir le personnel, et pourtant prémédité, puisqu'un avion avait même été prévu pour assurer le déménagement de la mutuelle vers Montpellier. Tant que la Corse n'aura pas pris ses responsabilités politiques et se battra pas pour que l'île vive vraiment, je dirais que le FLNC sera fort. Parce que le FLNC ne repose sur aucune idée, à part mettre des bombes. Je veux dire, moi je n'ai jamais vu d'idée passer. On arrive à des échéances aujourd'hui qui vont être très importantes pour les Corses. Et c'est vrai que notre action risque de influencer dans ces élections. Ce que nous espérons, nous, c'est que notre départ ne sera pas un départ vain. Et que de cette expérience malheureuse, eh bien, tout le peuple corse réagira pour que plus jamais, des groupes de pression sur l'île puissent se servir, je dirais, de la faiblesse de ce manque d'unité qu'il y a sur la Corse pour mettre à mal toutes les entreprises ou tous les gens qui essayent de se battre pour le développement de la Corse. Reste à savoir en effet si d'autres entreprises ne renonceront pas, elles aussi, à s'implanter en Corse, ce qui serait d'autant plus préoccupant que les activités liées au tourisme, par exemple, sont déjà cette année en baisse de 30%.
Il a 20 ans, il est allemand, il était recherché dans son pays pour cambriolage, il voulait aller refaire sa vie au Canada. Il a tenté ce matin de détourner un avion cargo à l'aéroport de Marseille. Les gendarmes du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale sont entrés en action. Isabelle Béchelet. En bout de piste, le DC-8 de la compagnie de fret Sfer. C'est un avion cargo qui devait transporter 35 tonnes de matériaux préfabriqués en béton jusqu'au sud de l'Algérie, à Djanet. Il avait décollé sans encombre à 7h40. L'équipage était composé de 6 personnes. Soudain, le pirate de l'air, un Allemand de 20 ans, a surgi dans la cabine de pilotage. Retour à Marignane. Là, les pourparlers ont duré près de 3 heures. Dès 11h, les gendarmes du GIGN étaient prêts à intervenir, jouant les manutentionnaires pour l'occasion. Midi et demi, c'était l'assaut pour maîtriser et désarmer le jeune désespéré. Un membre de l'équipage raconte. On était en vol au-dessus de la Méditerranée et il est apparu dans le cockpit en nous disant qu'il voulait aller à San Francisco. Il était très menaçant. Oui, assez menaçant. Il avait un fusil de chasse à canoncier et il visait le cockpit en permanence en nous disant qu'il voulait absolument aller là-bas. J'ai eu l'impression que c'était un pauvre gosse. Il avait 20 ans. D'après ce qu'on a compris avec le consul de l'Allemagne, il a des gros problèmes de famille. Il avait fait une grosse bêtise en Allemagne, donc il ne pouvait pas partir légalement. D'après ce que l'on sait, il s'est introduit, on pense dans la nuit, dans la nuit dans la partie cargo. Il a fait irruption ensuite de la partie cargo. Cargo a été chargé hier au cockpit. Cette prise d'otage pose encore une fois le problème de la sécurité des aéroports. Là où le DC-8 était stationné la nuit dernière après chargement, il n'était pas bien difficile d'accéder. Il suffisait d'escalader un grillage symbolique et de se glisser jusqu'à l'appareil. Mission accomplie pour Ariane, une mission sans bavure. Les 2 satellites de télécommunication, le français et l'européen, transportés par la fusée lancée samedi après-midi de Guyane, les 2 satellites sont maintenant placés sur orbite géostationnaire. Patrick Esther. Lorsque 21 minutes après son décollage, Ariane a largué ses 2 satellites, samedi, tout n'était pas encore gagné. Ariane a placé ces 2 engins sur une orbite de transfert passant de 200 km à 36 000 km de la Terre. Télécom 1, le satellite français, a décrit 4 fois cette ellipse avant que ce matin, à 5 heures, les techniciens allument le moteur à poudre qui a permis de transformer sa trajectoire en cercle. Une manœuvre délicate mais qui a parfaitement réussi. Ce soir, Télécom 1 tourne sur cette fameuse orbite géostationnaire et paraît donc immobile par rapport à la Terre. Un succès complet pour cette première mission d'Ariane 3. Le satellite répond aux ordres qui lui sont donnés par les antennes du centre de Toulouse, où une nouvelle installation a été créée pour piloter littéralement l'engin en orbite. La France, grâce à ce satellite, peut maintenant communiquer instantanément avec n'importe quel endroit de son territoire, y compris les départements d'outre-mer. Téléphone, télévision, échange de données entre ordinateurs. Depuis Paris, les responsables des armées pourront maintenant transmettre des ordres directement à leurs unités maritimes et terrestres partout dans le monde. Le pari du vol d'Ariane 3 est gagné. L'Europe a fait la preuve qu'elle sait faire des fusées, mais aussi des satellites. Les États-Unis viennent donc de trouver un concurrent de taille pour les 10 années à venir. Le dollar continue de baisser sur les marchés financiers. Il a coté 8 francs 79 aujourd'hui à Paris. Le mark, le franc suisse et le yen se sont également redressés par rapport à la devise américaine. En Israël, le chef du parti travailliste officiellement désigné hier pour tenter de former un gouvernement, le chef du parti travailliste donc a commencé ses consultations. Shimon Peres a rencontré en tête-à-tête aujourd'hui le Premier ministre sortant Yitzhak Shamir et les tractations s'annoncent bien laborieuses. De Jérusalem, Charles Anderlin. Cette fois, l'invité de la rencontre, c'était le numéro 1 du Likoud, le Premier ministre sortant, Yitzhak Shamir. Shimon Peres, le leader travailliste, l'attendait dans un salon de l'hôtel du roi David à Jérusalem, avec un gâteau portant l'inscription « Bienvenue » en anglais. La pose traditionnelle pour les caméras, des sourires qui ont certainement disparu lorsque les 2 leaders se sont retrouvés seul à seul. Ils savent que s'ils ne parviennent pas à un accord permettant la mise sur pied d'un cabinet d'union nationale, ils devront s'affronter à nouveau dans quelques mois
pour une fois encore des élections anticipées. Yitzhak Shamir sait que Shimon Peres peut, en faisant jouer le bloc de la gauche, l'empêcher de former un gouvernement. Peres sait que sa marge de manœuvre est très limitée, il ne peut faire trop de concessions à la droite et aux partis religieux. Les colombes du Parti travailliste ne l'accepteraient pas. La rencontre a duré 2 heures. À son issue, Yitzhak Shamir et Shimon Peres avaient perdu le sourire. Je pense qu'il aura une bonne chance, mais c'est un peu trop tôt pour dire quelque chose de définitif. Les discussions se poursuivront en fin de semaine en comité restreint. La crise n'est donc toujours pas surmontée et tous les commentateurs en Israël estiment que Shimon Peres n'aura pas trop des 6 semaines que lui accorde la loi pour réussir dans sa tâche de former un nouveau cabinet. Un anniversaire tragique a été célébré aujourd'hui au Japon, à Hiroshima, le 39e anniversaire du premier bombardement atomique. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont participé à la cérémonie. Le maire d'Hiroshima a ajouté à la liste officielle des victimes les noms des 4315 personnes décédées au cours des 12 derniers mois des séquelles du bombardement. Depuis le 6 août 45, 113 271 personnes sont mortes victimes de la bombe. On connaît maintenant les conclusions de la très longue enquête médicale entreprise dès 45 sur les conséquences du bombardement. Les survivants de l'explosion courent toujours un risque, mais il n'est pas héréditaire. Leurs survivants en sont épargnés. Martine Alain Regnault. En quelques secondes, le 6 août 45, Hiroshima était rasé. 75 000 morts. Mais ce drame atomique ne devait pas s'arrêter là. Depuis ce jour, la bombe continue à faire des ravages à retardement. 75 000 autres personnes, c'est-à-dire autant que le premier jour, ont succombé depuis aux effets tardifs des radiations. Chaque année, des milliers de cas viennent s'ajouter à la longue liste des victimes de la bombe et montrent les effets cancérigènes des petites doses de radiation. Horrible histoire médicale dont les survivants, régulièrement examinés, prouvent les dangers à court et long terme des radiations atomiques. Pourtant, aujourd'hui, après 39 ans, une enquête américaine publiée par le quotidien du médecin révèle qu'il n'y a aucune conséquence héréditaire pour les descendants des irradiés. En effet, si les effets cancérigènes sur les survivants sont accablants, leucémie, cancer du sein, du poumon, de l'estomac, en revanche, les risques de monstruosité, de stérilité, d'arriération n'existent pas du tout pour leurs descendants. En près de 40 ans, 70 000 grossesses ont été observées, 50 000 naissances suivies, les chromosomes sexuels de 11 000 adolescents analysés. Tout montre qu'il n'y a aucune différence entre les enfants nés de survivants et ceux nés d'une population non exposée aux radiations. Cependant, les experts rappellent que si les descendants n'ont rien, le tribut payé par leurs parents irradiés ou les nouveau-nés de l'époque n'acquittera jamais les radiations atomiques. Les Jeux Olympiques suivent leur cours à Los Angeles. Les perchistes français, nous vous le disions en ouvrant ce journal, les perchistes s'apprêtent à tenter leur chance en finale. Thierry Vigneron, en tout cas, est sûrement qualifié. Hier, la France obtint 2 médailles de plus, 2 médailles de bronze, grâce au judoka Marc-Alexandre et à l'équipe masculine de Fleuret. Les footballeurs se sont eux qualifiés pour les demi-finales. Olivier Ray. Il y a à peine 6 mois, Marc-Alexandre n'était pas certain d'aller aux Jeux Olympiques. Aujourd'hui, les responsables du judo français ne peuvent que se féliciter de l'avoir sélectionné. À 25 ans, Marc-Alexandre, le successeur de Thierry Ray, a frôlé l'exploit. Battu d'extrême justesse par le futur champion olympique, le japonais Matsuoka, le français a finalement remporté la médaille de bronze des mi-légers en battant le britannique Stephen Gateway. Champion d'Europe et 3e des Jeux en l'espace de 3 mois, Marc-Alexandre a vraiment rempli son contrat. Avec le judo, l'escrime est un des sports abonnés au podium olympique. L'équipe masculine de Fleuret n'a pas trahi cette tradition, puisqu'elle a remporté la médaille de bronze en battant l'Autriche 9 touches à 3. Un résultat cependant moins bon qu'à Moscou, où elle avait gagné le titre olympique. Mais cette fois-ci, l'Italie, médaille d'or, était vraiment au-dessus du lot. Autre satisfaction, le football. L'équipe de France va en s'améliorant. Elle s'est qualifiée pour les demi-finales en battant l'Égypte 2-0.
C'est le Lensois Daniel Gzuerev qui ouvre la marque en reprenant de la tête un centre de Touvenel. Et c'est encore grâce à ce numéro 15, Gzuerev, que la France assure sa qualification en deuxième mi-temps. 2 buts qui permettent à l'attaquant français d'être le meilleur buteur du tournoi olympique. En demi-finale, la France affrontera la Yougoslavie ou l'Allemagne de l'Ouest. Au programme d'aujourd'hui, de la boxe, de la natation synchronisée et surtout de l'athlétisme, des épreuves que vous pourrez suivre à partir de minuit sur Antenne 2 et que détaille maintenant Patrick Montel. Dans la catégorie des moins de 100 kilos, l'un des 2 Français engagés dans la compétition, Jean-Marie Kretz. Les finales du tremplin dames en direct de la piscine de l'Université de Californie. Et surtout, une grande nuit d'athlétisme. Avec les demi-finales et finales du 110 mètres haies, le Français Stéphane Caristan peut se classer dans les 8 meilleurs mondiaux. La finale du lancer du marteau avec Walter Ciofani, et puis le saut en longueur avec Carl Lewis pour une 2e médaille d'or. Le 10 000 mètres, où l'on suivra le duel entre le Portugais Mamede et l'Italien Cova, et enfin la finale du 800 mètres masculin, où l'on retrouvera le Britannique Sebastian Coe, vainqueur facile de sa demi-finale, contre Steve Ovett, son compatriote, qui lui a arraché sa qualification pour quelques centièmes de seconde. Rendez-vous donc à partir de minuit et jusqu'à 5h45 du matin avec l'équipe des sports d'Antenne 2 en direct de Los Angeles. Los Angeles où jusqu'ici le climat californien a été fidèle à sa légende et il n'a pas fait trop souffrir les athlètes ou les journalistes. Los Angeles est une ville de soleil mais pas nécessairement de ciel bleu. L'atmosphère peut y être tellement polluée qu'on n'en voit plus la couleur, comme nous l'explique Claude Gagnère. À Los Angeles, les athlètes olympiques verront l'air qu'ils respirent. Telle était la menace annoncée par les caricaturistes et qui ne s'est pas réalisée, tout au moins pas encore. L'air que l'on voit, le voici quand Los Angeles est recouvert de ce brouillard polluant que l'on appelle le smog et qui pendant 21 jours consécutifs, cela ne s'était pas vu depuis des dizaines d'années, a caché le soleil juste avant les Jeux. Los Angeles, 12 millions d'habitants, presque autant de voitures, bâti au bord de la mer, est entouré de montagnes, une cuvette. En été, lorsque la température du sol est plus froide que celle de l'atmosphère, l'air ne peut plus s'échapper. Les gaz polluants, l'oxyde d'azote dégagé par les voitures et les hydrocarbones produits par les raffineries se concentrent au-dessus de la ville. Sous l'action du soleil, ces gaz se transforment en ozone, un super oxygène qui brûle les poumons. Juillet et août sont les 2 mois les plus pollués de l'année. On imagine les athlètes suffocants, les yeux en larmes. La Californie, pourtant, de tous les États américains, est en tête de la lutte contre la pollution. Et à Los Angeles, en 20 ans, on a réduit de moitié l'émission de gaz toxiques. Les lois sont les plus rigides du monde. Alors, pour les Jeux Olympiques, on a pris un certain nombre de mesures, non pas imposées, mais volontaires. On a par exemple demandé aux industries de consommer du gaz naturel plutôt que du fioul. On a demandé aux sociétés de mettre leur personnel en vacances pour réduire l'activité à la fois des usines et des autoroutes. On a choisi les lieux olympiques en dehors des zones polluées. Enfin et surtout, on a joué avec les heures. Vous voyez ici que la pollution pour nous, nos zones est créée pendant le matin et détruite pendant l'après-midi. Elle n'existe pas toute la journée. Ici, vous voyez l'augmentation de l'ozone pendant la matinée et la réduction le soir. Le football, par exemple, qui est à Pasadena, se joue seulement après 7 heures de l'après-midi. La pollution est minimale. Le marathon, il y a un marathon de femmes le matin, un marathon d'hommes le soir, aussi dans les conditions de pollution qui sont parfaitement acceptables. Los Angeles et sa banlieue sont divisés en 32 zones. Dans chacune, des laboratoires analysent l'air toutes les 90 secondes et transmettent ces informations à un ordinateur qui prévoit les niveaux de pollution pour le jour suivant. Mais jamais l'air de Los Angeles n'a été aussi pur et jamais la pollution n'a dépassé, aux heures de compétition, le niveau au-delà duquel l'exercice est déconseillé pour les personnes sensibles. Les organisateurs se gardent toutefois de triompher, les Jeux durent encore une semaine, un coup de chaleur et les yeux pourraient se mettre à piquer. Une dernière minute en ce qui concerne les qualifications des perchistes français pour la finale tout à l'heure. Thierry Vigneron est donc bien qualifié et qualifié aussi par repêchage Pierre Quinon, mais Pierre Quinon est semble-t-il blessé.
Le temps demain, brièvement, Alain Gillot-Pétré, en France. Oui, en France, l'anticyclone est là, il écrase les nuages, si bien que nous n'aurons que des mini-nuages demain dans notre ciel. Regardez la photo satellite de la météo nationale, oui, voici les mini-nuages. Ils sont ici, vous voyez, c'est vraiment pas grand-chose. Il est possible qu'ils se réactivent quand ils seront en Méditerranée, mais pour le moment, ça ne sera vraiment pas grand-chose. Regardez la carte, en milieu de journée, ils se situeront de la Charente au bassin parisien et au nord avec de petites bruines, mais aussi des éclaircies. À l'avant, c'est du beau temps, à l'arrière, c'est du beau temps aussi. Attention tout de même, encore des vents de nord à nord-ouest assez forts en Méditerranée sur le golfe du Lion et des résidus pluvieux orageux sur l'extrême sud-est et la Corse. Les températures ne bougent pas, elles sont toujours un peu fraîches, de 18 à 22 degrés sur la moitié nord et de 22 à 29 degrés à Bastia et à Nîmes. Sur la moitié sud, un tout petit agenda, demain mardi 7 août, 3 minutes de soleil en moins, levé 6h31, couché 21h19 et bonne fête à tous les Gaëtan. À 23h10, Roger Isabelle vous présentera notre dernière édition à partir de minuit, donc Nuit olympique sur Antenne 2. Demain matin, de 8h à 9h, les premières informations de la matinée et le résumé des Jeux. À 12h45, Antenne de midi avec Noël Mamère. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Très bonne soirée.